Bien, bonjour à tous et merci de l'invitation aussi à présenter ce projet Osirisque sur lequel on travaille depuis 3 ans. Alors il y a mon nom qui figure en tant que coordinateur, mais c'est évidemment le travail d'une équipe que je présente ici. On est une vingtaine d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'ingénieurs qui travaillent, et d'étudiants aussi, qui sont associés à ces travaux là sur l'IEM à Brest. Et dans ce projet Osirisque, en fait, oui, l'idée c'est bien d'aller vers un observatoire intégré des risques côtiers, d'érosion, submersion. On pourrait même rajouter migration dunaire, mais il se trouve que en Bretagne, on n'a pas cette particularité, en tout cas pas pour les époques qui nous concernent, le contemporain en tout cas. Je ne sais pas sur quel bouton il faut appuyer, le gros bouton vert, voilà. J'ai 3 points en fait à vous présenter, qui sont tout d'abord une approche que je vais essayer de faire des risques côtiers d'érosion et de submersion, par un terme qui donc a déjà été utilisé, la vulnérabilité globale. Donc j'essaierai de définir assez rapidement en tout cas ce qu'il en est de cette vulnérabilité. Je parlerai ensuite des composantes de cette vulnérabilité globale, parce qu'en fait l'ennui avec ces éléments-là que l'on essaie de définir, que l'on essaie de diagnostiquer, eh bien on se retrouve vite à voir qu'ils évoluent dans le temps, spatialement également, mais surtout dans le temps. Et donc forcément, ça amène à des questions, une fois posé un diagnostic, de savoir comment on fait pour le suivre. Et c'est bien l'objet de notre observatoire que d'essayer de montrer de cette manière, en tout cas, comment on peut intégrer ces données et les suivre dans le temps. Donc c'est l'objectif, en tout cas, d'Osirisque, que je vais essayer de vous montrer ici. Donc je pars sur des conclusions, un constat en tout cas qui arrive après plusieurs projets de recherche qui ont été réalisés soit à Brest, soit dans d'autres universités, avec différents groupes en tout cas, qui sont des conclusions qui amènent à montrer en tout cas que si l'on veut améliorer en tout cas la connaissance des risques côtiers, d'érosion, de submersion, et de migration dunaire, eh bien, aussi des stratégies de gestion de ces risques côtiers, il faut avoir une approche systémique, nécessairement systémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur une approche aléa centrée, par exemple, ou ne croiser simplement que les enjeux et les aléas pour comprendre ce risque, mais qu'il faut bien prendre en compte cette vulnérabilité globale, que l'on dit également systémique, en croisant tout ce qui relève de ces 4 composantes, à savoir les aléas, les enjeux, la gestion, les moyens de gestion en tout cas, et les représentations sociales de ces risques. Et donc ici, on est sur un travail qui va en tout cas considérer ces 4 éléments qui sont liés en tout cas, qui dépendent donc de facteurs conjoncturels, bien entendu, qui est l'aléa, et tout ce qui relève du structurel, tout ce qui est contexte socio-économique, culturel, fonctionnel, qui va rentrer en ligne de compte dans ces éléments, comme le dit Dercol dans sa définition de cette vulnérabilité. Alors cette conclusion sur laquelle on part, en tout cas, elle s'appuie sur un certain nombre de constats qui ont déjà été donnés à différentes reprises, en tout cas, qui sont simplement de voir qu'évidemment, du point de vue des aléas, on a un certain nombre de tendances qui se dessinent, des tendances qui sont généralisées, par exemple, du point de vue du recul du trait de côte. Alors, on ne va pas faire une généralisation complète à l'ensemble des littoraux du monde, mais d'une manière générale, c'est ce que l'on constate sur ces littoraux, qui bien sûr concernent les falaises, c'est la nature même de ces falaises que de reculer, et les plages. Alors, depuis les travaux de Bird en 83, on garde cette idée que ces 20% de littoraux sableux sur le monde, en tout cas, sont en érosion avec des vitesses qui sont données ici supérieures à 1 mètre par an, en particulier pour 70% d'entre elles. De la même manière, on s'aperçoit aussi que cette érosion et ces submersions potentielles qui existent sur les territoires littoraux, ce sont des aléas qui sont relativement forts, d'autant plus forts d'ailleurs qu'ils sont aidés par l'homme, dans le sens où un certain nombre d'ouvrages, d'actions humaines en tout cas, amènent à cette anthropisation et cette augmentation de l'aléa de ce point de vue-là. De la même manière, eh bien, on est dans un contexte contemporain, sans rentrer dans les détails, qui est relativement clair du point de vue de ces tendances érosives et de tendance à la submersion potentielle de ces zones basses sur le littoral, la pénurie de sédiments, qui est un héritage finalement de ces périodes géologiques, de la récente en tout cas, la variabilité des conditions climato-océaniques, mais ça c'est quelque chose qui existe en permanence, qui forcément rentre en ligne de compte, qu'on oublie quelquefois, mais ça bouge aussi de ce côté-là. Et puis ces prévisions d'accélération de la légère remontée du niveau de la mer que l'on connaît actuellement, avec des prévisions donc faites sur les 50, 100, 200 prochaines années par exemple, et qui n'amènent pas forcément à avoir une baisse de ce niveau de la mer, quelles que soient les prévisions. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les constats que l'on fait sur les aléas. On a exactement les mêmes constats que l'on peut faire du point de vue des dynamiques anthropiques, et en particulier de cette littoralisation que l'on voit sur ces côtes, un afflux de personnes, de biens, bien entendu, qui suivent derrière sur ces littoraux,
avec, pour un certain nombre de ces régions, en tout cas en France notamment, hein, une attractivité qui ne cesse pas d'augmenter, elle est toujours présente, quels que soient d'ailleurs les aléas, à la fois économiques, mais aussi naturels, hein, qui peuvent s'y produire, et puis qui s'accompagnent forcément d'une croissance de la valeur de ces enjeux, parce qu'il y a une telle demande, hein, de construction sur ces zones, qu'évidemment, on a des prix qui flambent, ne serait-ce que dans l'immobilier, pour ces éléments. Et puis, à côté de ça, évidemment, on a un certain nombre de politiques de gestion qui permettent normalement de résoudre toutes les questions qui relèvent de cette gestion des risques côtiers. Et on s'aperçoit à travers des doctrines et des principes qui sont établis à travers les directives européennes, la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, pardon, j'allais dire une grosse bêtise, je me suis retenu à temps, et les déclinaisons qui peuvent être faites dans les régions, évidemment, hein, que l'on a donc tous les outils qu'il faut a priori pour le faire, mais enfin pour faire une gestion correcte, on va dire, mais évidemment un certain nombre d'héritages aussi qui persistent dans les mentalités des gestionnaires, par exemple, toutes ces réactions historiques que l'on peut avoir, de ne pas céder devant la mer, de toujours vouloir défendre en tout cas le territoire, de vouloir fixer en tout cas ce rivage, alors que c'est le propre de ce rivage, c'est d'être mobile, bien entendu. Il y a toutes les réponses aux pressions des riverains, évidemment, qui rentrent en ligne de compte. Et puis, de la part des populations, de ces riverains, évidemment, il y a toutes ces résistances qui existent aussi, hein, sur ces territoires qui sont appropriés, bien entendu, par ces populations. Donc, des questions, en tout cas, qui se posent et qui montrent que même à travers le fait de faire un diagnostic de vulnérabilité en utilisant ces 4 dimensions que je viens d'évoquer, aléas, enjeux, gestion et représentation, en comprenant bien, en tout cas, comment il fonctionne, et donc pour aboutir en tout cas à la mise en place d'un certain nombre de stratégies de gestion de ces risques côtiers, eh bien, on s'aperçoit que pour autant, on a un certain nombre de difficultés, hein, tout simplement parce que eh bien, la vulnérabilité que l'on peut décrire à travers ces éléments-là, elle est évolutive dans le temps et dans l'espace, comme je le disais, et c'est une évolution qui est forcément dépendante des 4 composantes que l'on vient d'évoquer. Alors, mon introduction est un petit peu longue, hein, mais elle a besoin d'être dite pour, en tout cas, préciser ce que l'on essaie de faire dans le projet OSIRISK, temps de retard encore, dans lequel, en fait, eh bien, on va s'intéresser à cette dynamique des 4 composantes. Les aléas, forcément, quand on regarde un historique, ne serait-ce que, par exemple, pour la région Bretagne, qui nous intéresse particulièrement dans le développement de cet observatoire OSIRISK ici, tous ces éléments que l'on peut retracer à travers la presse, à travers les journaux, à travers les archives qui ont été épluchées, hein, dans les différentes communes, dans les départements et dans les régions, ces éléments, en tout cas, qui montrent cette évolution permanente des aléas, ici traités à travers les dommages enregistrés, et qui se font à différentes périodes, à différentes échelles de temps, bien entendu, et aussi spatialement. Hein. Alors les images ne sont pas très correctes, mais en tout cas on le voit, que l'on a de l'évolution qui évidemment se produit aussi sur tout ce qui relève des enjeux, bien entendu, hein, avec ici, j'ai pris exprès le territoire de l'île de Sein, qui est un tout petit territoire sur lequel on remarque des dynamiques qui sont tout à fait équivalentes à celles que l'on voit au niveau national, d'urbanisation de plus en plus importante de ce territoire, et dans lesquels on peut voir, hein, un certain nombre de phénomènes qui ont eu lieu, en tout cas sur les littoraux français, des phases d'accélération de cette urbanisation, de stagnation ou de régression également, avec des déclencheurs multiples, le tourisme ou autres éléments économiques, en tout cas, qui sont moteurs dans cette utilisation des espaces littoraux. De la même manière, et sans rentrer dans le détail, hein, on retrouve des éléments qui montrent aussi cette chronologie d'un certain nombre de faits du point de vue de la gestion de ces espaces, soit en termes de défense de littoraux, par exemple, comme à l'île Tudy, ici, avec des dates bien précises de localisation de digues ou de structures de défense. Également, du point de vue de la législation, des directives, etc., hein, qui apparaissent et disparaissent éventuellement, mais qui apparaissent au fur et à mesure et qui impliquent, en tout cas pour les communes, de gérer, ou les EPCI, de gérer de telle ou telle manière ces différents éléments. Donc, même chose pour les représentations sociales, où on trouve de grandes tendances, bien entendu, sans rentrer dans le détail complet de ces éléments-là. Il y a tout ce qui relève, bien entendu, des représentations qui sont variables sur le long terme. Il y a quelques centaines d'années, ou plusieurs centaines d'années, en tout cas, le littoral n'était pas forcément attractif au même titre qu'il l'est actuellement. Et puis, bien entendu, il y a toutes ces préoccupations qui sont souvent un petit peu montées aussi en âge avec la presse et les médias, hein, des tempêtes du siècle, des marées du siècle, qui retombe un peu comme un soufflet si les effets attendus, en tout cas par les médias, ne sont pas au rendez-vous, tels que les grandes marées de Saint-Malo
en 2017 ou 2016, si je ne dis plus de bêtises, de ce point de vue-là. En tout cas, des éléments qui évoluent dans le temps et qui amènent en tout cas à penser que si l'on veut avoir une bonne idée de ce qui relève de cette vulnérabilité et de son suivi dans le temps, eh bien c'est bien sur les 4 composantes qu'il faut actionner des leviers de mesure, des éléments en tout cas qui permettent de les suivre dans le temps, de manière à suivre finalement dans cet observatoire des trajectoires de vulnérabilité tout en ayant la connaissance de chacun ou de chacune de ces composantes et de leurs évolutions. Donc c'est ce que l'on essaie de faire dans OSIRISC, qui est un projet qui est financé par la Fondation de France et qui reçoit des aides aussi de la DREAL Bretagne, de ce point de vue-là, dans un projet dit OSIRISC+, avec cette idée ici de développer donc des méthodes, une méthodologie de mise en œuvre de cet observatoire des risques côtiers, d'érosion, submersion, et de tester, notamment sur des territoires avec lesquels on travaille, le PNR du golfe du Morbihan notamment, de ce type de travaux. L'idée, c'est d'avoir un suivi pérennisé, d'avoir un certain nombre de réponses à la demande sociétale également dans cet observatoire, et donc de travailler avec des praticiens de la gestion et pas de rester uniquement sur le cadre théorique de la mise en place de telles méthodes. Donc les réponses que l'on apporte, forcément pour les aléas, on a déjà un certain nombre d'outils qui existent, des indicateurs qui sont mis en œuvre, donc les questions sont assez faciles à résoudre en tout cas. Tout ce qui a été difficile à mettre en place, c'est tout ce qui relève du suivi des enjeux, tout ce qui est suivi de la gestion également, et tout ce qui est suivi des pensées des élus, des populations, etc., qui représente un véritable défi quand on pose la question aux psychologues de l'environnement avec lesquels on travaille, quoique on y arrive finalement, puisque le principe, je vais passer cette diapo, a été de travailler à partir d'indicateurs qui ont été réalisés pour chacune des composantes. Vous en avez un certain nombre qui ont été proposés, 3 indicateurs pour les aléas, vous en avez 16 plus 2, c'est-à-dire le patrimoine en tout cas, indicateurs pour ce qui est des enjeux. Pour la gestion, ce sont 20 indicateurs qui ont été créés et 13 pour tout ce qui est représentation dans ce cadre-là. Le principe, c'est d'aller collecter l'information, je ne détaille pas les indicateurs, ce serait un petit peu long, d'aller collecter l'information dans les EPCI, avec l'aide, dans la mesure du possible en tout cas, des gestionnaires, et puis ensuite de transcrire cette information sous la forme de données pour chaque composante, de manière à permettre une représentation graphique à travers un WebSig qui est en cours de création, qui est quasi créé déjà, pour avoir cette information restituée sur ces communes, pour avoir donc pour chaque élu, mais comme pour les chercheurs, l'ensemble élu, gestionnaire, etc., avoir l'information qui relève de chacune de ces composantes et produire en tout cas des indices de vulnérabilité et pouvoir suivre dans le temps comment elle évolue, tout en regardant comment chaque composante a pu évoluer, et donc, du point de vue des stratégies de gestion, décider sur quel élément, quelle composante, en tout cas, il vaut mieux axer l'action pour soit travailler sur la gestion, soit travailler sur les représentations, soit travailler éventuellement sur l'aléa et se protéger de l'aléa en particulier. Donc c'est le but du jeu, avec ici un certain nombre de représentations qui ne sont pas totalement finalisées, qui permettent d'avoir une répartition de cette information relative à la vulnérabilité, un profil de vulnérabilité par territoire et une trajectoire de vulnérabilité, donc dès lors que le suivi sera mis en place. Ça pose beaucoup de questions du point de vue de la temporalité des mesures, etc. Mais ce sont des questions que l'on essaie de résoudre, et notamment en axant nos travaux, notamment sur le territoire régional de la Bretagne, avec des territoires tests dans ce cadre-là, qui sont réalisés, qui sont plus ou moins variés du point de vue géomorphologique et du point de vue des aléas. Voilà, donc je conclus en disant que l'affaire a mis du temps à démarrer, on a eu beaucoup de questions qui se sont posées au fur et à mesure, on a eu du mal peut-être quelquefois à faire adhérer aussi un certain nombre d'élus, d'élus et de gestionnaires. Il semble qu'actuellement les choses sont en train de bien prendre en tout cas, et donc le travail continue sur ces aspects-là. Il nous reste encore des questions à résoudre pour aboutir à cet observatoire. Mais en tout cas, on a là des éléments qui incitent à penser que de toute façon, ça vaut vraiment la peine d'aller plus loin et de poursuivre en tout cas cette aventure
avec d'autres communautés de communes, ou EPCI en tout cas, au niveau régional, hein, de le faire. Les verrous qui restent à lever, eh bien, c'est comment, en tout cas, ou quels moyens mettre pour y parvenir. Ce sont des questions forcément de coût éventuellement, mais aussi d'organisation de cet observatoire. Et ce sont des questions que l'on se pose actuellement pour cette mise en œuvre régionale et en tout cas cette pérennisation de cet observatoire au niveau de la région. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Alain Henaf pour cette présentation. Vous pouvez rester au micro pour répondre à quelques questions, peut-être sur cette initiative innovante de tentative d'observatoire de la vulnérabilité, une approche intégrée des risques littoraux. Oui, bonjour, Thierry Sozo, Université de Poitiers. Je suis fortement intéressé par les aspects à la fois gestion et puis représentation sur le temps long, dans une perspective rétrospective. Et je me demandais comment vous... Alors, en ce qui concerne le suivi finalement des structures de gestion, comment est-ce que vous intégrez les questions qui relèvent des changements de régime politique, aussi bien à l'échelle centrale qu'à l'échelle, avec les conséquences à l'échelle régionale, puisque je vois que vous remontez jusque à des époques 1840, 1850. Enfin, la France a connu pas mal de successions là-dedans. Et du coup, ça m'amène à vous poser une question sur les représentations, parce que les différents régimes politiques, évidemment, ménagent une place différente aux sociétés, pour ce qui nous regarde, aux sociétés littorales dans ces questions-là de représentation, parce que les enjeux, finalement, ne sont pas forcément pris en charge par les mêmes personnes. Il y a des phénomènes de concentration entre quelques mains, puis de démocratisation de ces enjeux. Donc je voulais savoir si votre réflexion allait jusque-là. Non, il faut être clair, hein, le travail fait sur les enjeux, alors les enjeux éventuellement on pourrait les mettre à part, tout comme les aléas, mais pour ce qui est de la gestion et des représentations, de toute façon, c'est la période actuelle qui nous intéresse, tout simplement parce que reprendre des indicateurs que l'on met au point actuellement et les resituer, alors surtout pour les représentations sociales, dans le temps, ça ne marchera pas, sachant que beaucoup de ces indicateurs sont obtenus à travers des enquêtes auprès des populations ou des gestionnaires. Alors peut-être un jour, on pourra s'y mettre. Alors la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a pas eu de changement de régime politique, en tout cas dans les dernières années, en France en tout cas. Et donc c'est le territoire français hein, qui est regardé, en particulier la région, mais voilà, c'est à ce niveau-là. Tout ce que je montrais du point de vue de l'aléa et la rétrospective, là, c'est ce qui permet en tout cas de voir toute cette mobilité, cette évolution qui existe, et elle existe certes pour l'aléa lui-même, mais forcément qu'elle existe aussi pour les autres. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération, si l'on veut avoir cette vision cette dynamique de la vulnérabilité au cours du temps. Ouais. Merci beaucoup Alain pour la présentation. Je voudrais juste savoir si vous avez prévu dans le cadre de l'Observatoire de vous projeter un peu dans la mise en place d'un alerte précoce, pour que tout ce que vous rassemblez, regroupez au niveau de l'Observatoire puisse être capitalisé dans le cadre d'un système d'alerte précoce pour anticiper un peu les risques. Ouais, je pense qu'on n'en est pas encore au stade alors, capitaliser, oui, bien sûr, hein, ça c'est clair. L'information, l'information brute qui est mesurée sur le terrain, elle va forcément être engrangée au fur et à mesure. On n'en est pas encore au stade du pronostic, par exemple, ou des choses comme ça. Pas du tout. Hein. Non. On va rester modeste à ce niveau-là. Ouais. Peut-être une petite précision. Alors, par exemple, depuis ce matin, on voit beaucoup la notion d'observatoire. Il y en a beaucoup sur le territoire français. Est-ce qu'il y a une coordination dans tout ça? Parce que je sais qu'en 2015, j'avais fait le voyage, on avait rencontré Christophe Delacour, il y a ceux qui observent le trait de côte, d'autres sur la ville. Alors, donc, est-ce qu'il y a un ancrage institutionnel, fédérateur, ou bien c'est vraiment la fédération de recherche qui a été présentée ce matin? Parce que nous, ça nous intéresse, on est sur ce volet-là. Merci. Alain, je ne sais pas si tu veux répondre, sinon on peut passer la parole à Sabine Moreau, qui est à l'initiative du Réseau national des observatoires du trait de côte. Bonjour à tous.
Alors en effet, je ne suis pas à l'initiative, Oui. c'est une initiative collective et c'est bien ça le propre du réseau. En effet, il y a beaucoup d'observatoires qui existent en France de différents niveaux. Certains ont été indiqués sur la carte de niveau régional, mais il en existe beaucoup d'autres qui sont des observatoires beaucoup plus locaux, issus souvent portés par des collectivités. Et l'idée, c'était de pouvoir à la fois de pérenniser ces structures et à la fois de les faire travailler en commun pour des actions un petit peu plus de renfort en fait, sur la connaissance et d'amplifier les actions qui étaient mises en œuvre individuellement, je dirais, par ces observatoires, en créant ce réseau, en mettant en commun toutes ces compétences, ces moyens aussi, pour créer des actions plus fortes, notamment pour développer certaines acquisitions de données qui sont parfois assez compliquées, mais aussi homogénéiser un petit peu les pratiques, non pas pour que tout le monde fasse pareil, mais pour qu'on puisse après échanger, travailler sur des données qui soient interopérables, comme on dit, qu'on puisse travailler sur des données les uns avec les autres, chacun créant ses données en fonction de ses besoins propres, mais pouvant être utile pour d'autres, et surtout faciliter la transmission de la connaissance vis-à-vis de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les décideurs. Et on l'a vu aussi aujourd'hui à travers les différentes interventions, aussi vis-à-vis de la société civile, qui sont partie prenante au bout du compte des actions qu'on va mettre en œuvre, ou tout du moins déjà pour l'acceptation des actions qui pourraient être mises en œuvre. Et donc voilà, donc ce réseau est à la fois deux grands piliers, qui est à la fois développer la connaissance. L'autre pilier, c'est la diffusion de la connaissance auprès de ceux qui en ont besoin. Et peut-être un troisième pour aider tout ça, c'est de mettre en place des outils communs pour travailler ensemble de façon plus efficace, en fait. Voilà, et donc ce réseau, en fait, il est tout neuf. Et donc, il a sa charte, en fait, qui définit son organisation. Ses missions a été validée en début d'année 2018 et son premier comité d'orientation vient de se réunir la semaine dernière pour établir sa feuille de route pour l'année à venir et lancer ses premiers groupes de travail qui vont travailler justement sur quelles données acquérir en priorité, quels protocoles mettre en place pour qu'ils soient partagés par tous et puis que ces données puissent être ensuite mises à disposition auprès du plus grand nombre. Voilà.